Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Rastier pour une vidéo un peu spéciale car c'est Noël. Qui dit Noël dit froid et moi je n'aime pas bien le froid, alors nous allons partir en Amérique du Sud pour découvrir non pas un processus géologique quelconque ou un clade fossile éteint, mais bel et bien un paléo-écosystème entier, à travers les temps géologiques et cette fois-ci à travers tout le Cénozoïque car nous allons parler de la forêt amazonienne. Nous allons voir quels sont les différents facteurs climatiques et géologiques ayant engendré la naissance de cette vaste région humide qu'on appelle aujourd'hui l'Amazonie, ainsi que d'innombrables organismes fossiles éteints fort intéressants qui ont vécu dans cette forêt tropicale en constante évolution. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. La forêt amazonienne, recouvrant une superficie de plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, est aujourd'hui la plus grande forêt tropicale du monde. Cette jungle est située dans le bassin amazonien au nord du continent sud-américain et est composée de plus de 400 milliards d'arbres et plus de 40 000 espèces différentes appartenant au règne végétal. Concernant le règne animal, on y recense aussi plus de 2 500 000 espèces, dont la plupart sont des arthropodes. Grand point chaud de biodiversité, les forêts humides d'Amérique du Sud regroupent la plus grande biodiversité spécifique du monde. Et bien évidemment, le nombre d'espèces qu'abrite sa jungle est bien supérieur à celui des forêts humides d'Asie ou d'Afrique. La jungle amazonienne est aussi soumise à d'importantes perturbations climatiques, que sont les alternances entre les sécheresses et les périodes humides, montrant ainsi un climat bien moins stable que celui des forêts tropicales d'Asie et d'Afrique. La jungle amazonienne possède une très longue histoire, une histoire s'étendant sur 60 millions d'années du Paléocène à aujourd'hui. Allons maintenant découvrir la naissance des premières forêts humides du continent sud-américain, ainsi que les différents facteurs permettant d'expliquer la formation d'un tel environnement. Il y a 60 millions d'années, au cours du Paléocène, l'Amérique du Sud voit ses grandes plaines arides devenir progressivement les premières grandes forêts humides du continent. Ces premières forêts tropicales sud-américaines, recouvrant ce qui est aujourd'hui le Pérou, le Venezuela et la Colombie, étaient constituées d'une végétation luxuriante. Cela dit, comment expliquer la formation de cette zone humide tropicale du Cénozoïque en Amérique du Sud ? Il y a 60 millions d'années, l'orogénèse des Andes, que nous verrons par la suite, avait déjà débuté depuis le Crétacé supérieur. Mais les plus hauts sommets constituant alors la chaîne des Protosandes n'étaient pas encore assez élevés pour former le moindre fleuve. Fleuve qui caractérise aujourd'hui le grand réseau fluviatile du bassin amazonien actuel. De plus, une mer intérieure, le sillon marin, séparait alors les Andes du reste du continent sud-américain. Nous savons que ce sillon marin a perduré pendant plus de 20 millions d'années, de moins 70 à moins 50 millions d'années, grâce à des affleurements marins où nous avons retrouvé des restes fossiles de raies nommés Oulédia qui vivaient alors dans des milieux océaniques. La paléogéographie était donc bien différente en ce début du Paléogène. Cependant, le climat global de la Terre était alors bien plus chaud et humide qu'aujourd'hui. L'Europe ressemblait alors à une forme d'Indonésie du Paléocène, de grandes îles recouvertes de vastes forêts denses à la végétation luxuriante. Le réchauffement climatique global et cette toute nouvelle humidité constante sur la majeure partie de notre planète ont très certainement permis la formation de ces premières forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Malgré tous les sites fossilifères en Amérique du Sud, rares sont ceux qui datent du Paléocène inférieur. Cependant, il y en a un en Colombie qui témoigne à lui seul, de par ses nombreux fossiles, de la formidable diversité d'espèces que l'on pouvait retrouver dans la forêt vénézuélo-colombienne au Paléocène. Et il s'agit de la mine de Cerrejón. La mine de Cerrejón est une mine de charbon à ciel ouvert, située au nord de la Colombie et où l'on a retrouvé des organismes fossiles vieux de 60 millions d'années, représentant ainsi un formidable paléo-écosystème. Concernant la paléoflore représentée à Cerrejón, d'innombrables fossiles appartiennent à des aricacées, autrement dit à des palmiers, des angiospermes apparus au cours du Turonien dont la diversification débutera réellement qu'à partir du Paléocène inférieur. Ces plantes témoignent donc bien d'un climat chaud et humide. Concernant le règne animal, de nombreuses plaques de tortues fossilisées ont été retrouvées à Cerrejón. Une fois reconstituée, la carapace de cette tortue pouvait mesurer 170 cm de diamètre, ce qui est énorme. Le crâne de cette tortue, qui mesurait 24 cm de long pour 16 cm de large, a été par ailleurs retrouvé. La tortue géante a été baptisée Carbonimis cofrini,
et a été classée parmi le sous-ordre des tortues pleurodires. Enfin, en plus de ses mensurations pour le moins impressionnantes, cette tortue était en plus omnivore, ce qui selon moi montre que cette tortue était probablement peu fréquentable. En plus de Carbonemys, les paléontologues ont aussi retrouvé à Céréron les ossements fossiles d'Anthracosuchus balrogus, un énorme crocodilien appartenant à la famille des Dirosauridés. L'Anthracosuchus est connu de 4 spécimens fossiles plutôt complets, découverts tous en 2014, et dont le crâne atteignait les 66 cm de long. L'animal pouvait mesurer les 5 mètres de long et son museau caractéristique était court et large, indiquant ainsi que ses mâchoires pouvaient infliger des morsures terriblement puissantes. Elles pouvaient ainsi très certainement broyer la carapace d'un Carbonemys. Autant vous dire que ça fait froid dans le dos, mais ce n'est pas tout. À Céréron, on a aussi découvert un serpent titanesque, le Titanoboa cereronensis. Tout a commencé en 2009 où les paléontologues y ont découvert les vertèbres d'un gigantesque serpent. Comme vous le voyez très certainement sur cette photo, les vertèbres du Titanoboa cereronensis sont gigantesques par rapport à celles du python royal adulte actuel. Ayant une anatomie proche de celle de nos boas et de nos anacondas modernes, le Titanoboa a été classé parmi la famille des Boïdés. Le Titanoboa pouvait atteindre les 13 à 14 mètres de long. Par conséquent, il est considéré aujourd'hui comme le plus grand serpent ayant vécu sur notre planète, détrônant ainsi le Gigantophis. Concernant son comportement de chasse, il devait être très proche de celui de nos anacondas verts modernes, qui vivent et chassent dans de vastes marécages tropicaux au Venezuela. Le Titanoboa devait très certainement chasser tout ce qui passait à sa portée dans les vastes marécages de la forêt vénézuélo-colombienne. Ainsi, les deux autres taxons fossiles que nous avons vus précédemment, l'Anthracosuchus balrogus et le Carbonemys coffrini, devaient être des proies de prédilection pour le Titanoboa. Comme l'anaconda d'aujourd'hui, le Titanoboa devait prendre par surprise ses proies, et comme tous les constricteurs, il devait les enlacer dans ses anneaux, qui exerçaient une pression si importante que la circulation sanguine s'arrêtait, engendrant la mort de ses proies. Si le gigantisme chez les sauropsides est particulièrement présent au Paléocène, c'est surtout la conséquence d'un climat chaud, très chaud, d'environ 34 à 35 degrés Celsius, avec en plus un taux d'humidité très élevé, ce qui facilite évidemment le développement des organismes dont le taux métabolique est lent ou ectotherme poikilotherme. Dans la province de Rio de Janeiro, plus précisément dans la formation sédimentaire d'Itaboraï, datée du Célandien au Paléocène, a été découvert l'holotype du plus ancien des Forus racidés connus, le Paléopsilopterus. Cet oiseau de terreur, pouvant mesurer 1 mètre de haut, vivait très certainement dans les premières forêts tropicales humides du continent, où il devait chasser de petits mammifères. Ses successeurs, les oiseaux terreurs du Miocène, que sont les brontornitinés et les Forus racinés, pouvaient atteindre les 2 à 3 mètres de haut et étaient pourvus d'un bec crochu puissant. Si vous voulez en savoir plus sur ce clade, n'hésitez pas à découvrir ma vidéo sur les Forus racidés, même si elle commence à dater. La forêt vénézuélo-colombienne va continuer son extension sur l'ensemble nord du continent sud-américain, et ce au cours de la transition du Paléocène-Éocène, où les températures grimpent subitement. Il s'agit d'une période très importante du Cénozoïque, le fameux PETM, ou maximum thermique du Paléocène-Éocène. Ainsi, il y a 56 millions d'années, la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente subitement. Elle est alors 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Avec un tel taux de CO2, la température globale de la Terre augmente de 5 degrés Celsius. Et avec une telle humidité, pas étonnant que les vastes forêts vénézuélo-colombiennes s'étendent brusquement plus au sud, entraînant ainsi l'apparition de diverses nouvelles familles d'angiospermes, comme les Euphorbiacées ou encore les Passifloracées et les Myrtacées. L'Éocène est une période faste pour nous mammifères, mais aussi pour les forêts pluviales, qui vont considérablement se développer. Il y a 50 millions d'années, le sillon marin qui coupait le continent sud-américain en deux disparaît. L'orogenèse des Andes, qui est l'ensemble des processus géodynamiques jouant un rôle dans la formation d'une chaîne de montagnes, engendre aussi l'extension de la forêt tropicale en permettant la naissance de nombreux longs fleuves qui se jettent désormais dans l'Atlantique. Ce milieu fluviatile que nous connaissons aujourd'hui en Amazonie existait donc déjà à l'Éocène. Les nombreuses découvertes de poissons fossilisés et la quantité incroyable de sédiments dans les affleurements indiquent qu'il y avait déjà de grands fleuves avec des méandres qui prenaient leur source vers les protozoandes. Au cours du maximum thermique de l'Éocène qui suivit le PETM et qui dura plus de 15 millions d'années, les angiospermes poursuivirent leur radiation adaptative ou évolutive et le nombre d'espèces augmenta considérablement.
considérablement. Les méliacées, par exemple, tels les célèbres acajou, qui sont des arbres angiospermes pouvant atteindre les 45 mètres de haut et qui prolifèrent aujourd'hui dans les milieux tropicaux, voient leur diversification réellement débuter au cours de l'Éocène. Les mammifères, eux, voient aussi leur taille et leur diversité considérablement augmenter, et ce partout dans le monde. Il en est donc de même en Amérique du Sud. L'un des premiers grands mammifères amazoniens porte le joli nom de Caronia berryei, un mammifère placentaire de la taille d'un tapir qui vivait dans ce qui deviendra le Brésil et le Pérou. Le Caronia berryei est un mammifère herbivore appartenant à l'ordre des xénongulés. Autrement dit, les mammifères à sabots étranges. Ils avaient une dentition caractéristique avec de longues canines proches de celles de nos unitathéridés. Rares devaient donc être leur éventuel prédateur, à l'exception peut-être des crocodiliformes. Mais qu'en est-il de notre ordre, celui des primates, qui, il faut le dire, est assez diversifié aujourd'hui en Amazonie? Eh bien, il semble qu'ils aient conquis l'Amérique du Sud dès l'Éocène supérieur il y a environ 35 millions d'années avec les platyrrhiniens. En effet, en 2015, une dent puis toute une mandibule fossilisée ont été découverts à proximité de la ville de Santa Rosa au Pérou. Ces ossements appartiennent à un tout petit primate, le Perupithecus uyakalensis. Perupithecus était un petit platyrrhinien frugivore qui vivait en milieu arboricole. Et c'est probablement aujourd'hui l'un des plus anciens primates à avoir été découvert en Amazonie. Bon, sachez que contrairement à ce que l'on peut penser avec la lignée humaine, les primates, comme les rongeurs, sont tous apparus sur le continent eurasiatique, et non en Afrique. Des dents fossilisées de platyrrhiniens ont été découverts en Asie et en Afrique du Nord, et ressemblent en tout point à celles de Perupithecus. Le propriétaire de ces dents africaines a été nommé Thalapithecus. Ces dents montrent ainsi que les primates ont colonisé l'Afrique puis l'Amérique du Sud en seulement quelques millions d'années. L'Oligocène, troisième et dernière série du Paléogène, est une époque particulièrement importante dans les développements de la forêt amazonienne. En effet, l'Amazonie voit sa superficie considérablement diminuer et des plaines apparaissent. Cela est dû aux divers bouleversements climatiques qui touchent la Terre de l'Oligocène. Le niveau des mers baisse, les inlandssis apparaissent en Antarctique et le climat devient plus aride. Ce long refroidissement climatique amorcé à la fin de l'Éocène aura pour conséquence l'arrivée des grandes périodes de glaciation du Pléistocène. Les mammifères moins diversifiés qu'à l'Éocène, car durement touchés par la grande coupure, une crise biologique ayant eu lieu il y a 34 millions d'années, voient tout de même leur nombre augmenter de même que leur taille. Et Astrapotherium en est un bon exemple. Cet animal, découvert au cours du 19e siècle par le zoologiste et paléontologue Hermann Buchmeister dans les formations du Tchadien, soit environ moins 28 millions d'années en Amérique du Sud, est un grand mammifère dont les restes fossiles sont complets, bien conservés et très répandus, car présents à la fois au Pérou, au Brésil et en Argentine. Pouvant atteindre les 2,50 m de long, il faisait partie des plus grands mammifères amazoniens de l'Oligocène. Et il se caractérisait par ses 4 canines élargies qui formaient des défenses, ainsi que ses narines assez élevées pouvant indiquer la présence d'une trompe. L'animal était aussi pourvu de membres postérieurs fins, ce qui est étonnant par rapport à la masse de l'animal. Les fossiles trouvés à proximité d'Astrapotherium étant des bivalves, des poissons fossilisés, des crocodiliformes et de petites raies, cela indique que l'animal avait un mode de vie amphibie. Avec un tel mode de vie, pas étonnant que les muscles de ses membres postérieurs se soient atrophiés au cours de l'évolution. Passons maintenant à la série la plus importante dans la naissance et le développement de la forêt amazonienne, le Miocène. Ah, le Miocène, la deuxième plus grande époque du Cénozoïque et la première série du Néogène, s'étend sur plus de 18 millions d'années, de moins 23 à moins 5 millions d'années. Au cours de cette époque, le climat se réchauffe subitement, grâce à une activité volcanique de plus en plus intense. Les pluies étant plus fréquentes, l'Amazonie reprend son expansion stoppée depuis l'Éocène terminal. Au cours du Miocène inférieur, du fait des hausses de température, le niveau des mers augmente, engendrant les fameuses incursions marines du Miocène, comme le montrent les nombreuses formations marines longeant la cordillère des Andes, et où les paléontologues y ont retrouvé des fossiles de foraminifères, de brachiopodes et de bivalves, ainsi que de requins comme le genre Isorus ou l'espèce Carcharocles shubutensis, de tortues marines, et enfin de cétacés, et ce au cœur du Pérou. Connaissez-vous le boto? De son joli nom scientifique, Inia geoffrensis. Mais si, le fameux dauphin rose de l'Amazone.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un odontocète d'environ 3 mètres de long qui vit aujourd'hui dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Mais sachez qu'au Miocène, il y avait aussi un autre cétacé très proche du boto. Il se nomme Ueradelphis raymondi, un cétacé découvert dans la formation de Chilcatay dans la région d'Ica au Pérou et qui, contrairement au boto, vivait en milieu marin. Ueradelphis, appartenant à la famille des Squalodelphinidae, était un cétacé piscivore qui lui aussi mesurait dans les 3 mètres de long et qui vivait en milieu marin, plus précisément dans la mer Pébas, une des mers intérieures formées par les incursions marines du Miocène, et que nous verrons par la suite. Les paléontologues pensent très logiquement que c'est grâce à ces incursions marines survenues au Miocène que les cétacés ont conquis les eaux douces de l'Amazone. Il y a 23 millions d'années, les protozoantes ont déjà des sommets dépassant les 4000 mètres d'altitude. Le réseau fluviatile moderne de l'Amazonie commence alors à se développer, permettant la diversification de diverses familles ichtiennes. Au cours de cette période de l'histoire de la Terre, les Serrasalmidae font leur apparition, une famille emblématique de l'écosystème amazonien qui comprend les fameux piranhas ou encore les terribles mégapiranhas. Ce gigantesque Serrasalminidae, représenté principalement par de nombreuses dents fossilisées, ainsi qu'un squelette partiellement conservé, pouvait mesurer 1 mètre de long, et il était très proche morphologiquement de nos piranhas modernes. Malheureusement, on ne sait pas quel était ce comportement de chasse. Vivait-il en banc comme les piranhas, ou était-il solitaire comme le pacu? De par sa grande taille, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Parlons maintenant de la célèbre formation de Pébas au Pérou, où les paléontologues ont découvert plus de 7 espèces de crocodiliens datés du Miocène, tel le terrible Purusaurus, au cours de l'expédition de Fitzgerald en 2005. Cette expédition réalisée au Pérou avait pour but de confirmer le véritable rôle qu'a joué la mer de Pébas dans le développement de la biodiversité amazonienne. Les chercheurs ont pu collecter plus de 250 kg de fossiles, provenant de plus d'une trentaine d'espèces différentes, parmi lesquelles on retrouve 7 espèces de crocodiliformes et 13 espèces de mammifères. On a ainsi retrouvé des restes fossiles complets de xénartres et de glyptodons, ainsi que d'Astrapotheridae, de plusieurs rongeurs, d'un marsupial et d'un Ueradelphis. La plupart des organismes fossiles découverts au Pébas semblent être adaptés à un milieu fluviatile, mais ayant tout de même des affinités marines. Il semble donc qu'il s'agissait d'un ancien estuaire, et ce bien plus au nord que les formations marines du Miocène inférieur, ce qui tente à montrer qu'il y a environ 13 millions d'années, la mer de Pébas commençait déjà à se retirer. Découvrons maintenant quelques organismes fossiles emblématiques des Pébas. Au Pébas, plus de 7 espèces de crocodiliens y ont été découverts. Tous les types de morphologie y sont représentés dans un site relativement peu étendu, ce qui rend compte d'une extraordinaire diversité d'espèces. Et celle que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est le Gryposuchus pachacamoué, une espèce du genre Gryposuchus qui a été découverte en 2016. Cet animal est surtout connu d'un seul et unique crâne complet et bien conservé et de quelques vertèbres. Et à l'heure actuelle, il s'agit du plus grand des Gavialidés découverts à ce jour et probablement de l'un des plus grands crocodiliformes ayant jamais existé, pouvant atteindre une taille estimée à plus de 10 mètres de long, ce qui est pour moi assez impressionnant. Le Gryposuchus est aussi un formidable exemple de convergence adaptative avec les Gavialidés modernes qui vivent aujourd'hui dans le Gange en Inde. En effet, les Gavialidés amazoniens nous indiquent une origine marine. Par ailleurs, les premiers fossiles de Gavialidés asiatiques sont aussi datés du Miocène moyen, indiquant ainsi que les deux groupes se seraient adaptés de façon similaire à un milieu d'eau douce. Le Gryposuchus était comme tous les Gavialidés d'aujourd'hui, pourvu de longues et étroites mâchoires ainsi que de longues dents coniques parfaites pour harponner ses proies. Il était donc bien évidemment piscivore. Parmi les 7 espèces de crocodiliens découvertes au Pébas, 3 appartiennent à la famille des Alligatoridés et à la sous-famille des Caimaninae. Et la plus étrange est très certainement cette espèce-là, le Gnatusuchus pebacensis. Ce crocodiliforme montre donc à merveille l'extraordinaire biodiversité du Miocène en Amazonie. Le Gnatusuchus, dont l'espèce type est le Gnatusuchus pebacensis, a été récemment découvert en 2015 dans la formation de Pébas au Pérou. L'animal vécut au cours du Serravalien il y a environ 13 millions d'années et il n'est représenté que par quelques vertèbres et un crâne partiel. On suppose que ce Caimaninae pouvait atteindre les 1,80 m de long et qu'il était aussi durophage.
En effet, plusieurs centaines de bivalves fossilisés et broyés ont été découverts dans la formation de Pébas, et jusqu'alors, on n'a encore jamais découvert de réels prédateurs qui vivaient dans ces eaux. Sachant que ce milieu est considéré comme anoxique, donc très pauvre en dioxygène, ces prédateurs ne devaient pas être des poissons. Cependant, la découverte de Gnatusuchus permit enfin de trouver un réel prédateur à ces bivalves. En effet, ce dernier est caractérisé par son crâne robuste et plat, ainsi que ses nombreuses dents globuleuses. Ce qui est évidemment très rare chez les crocodiliformes. Et il s'avère que les empreintes laissées sur les bivalves correspondaient parfaitement aux dents globuleuses du Gnatusuchus. Ce dernier était donc bien le crocodilien d'urophage des Pébas. On a déjà parlé précédemment du plus grand des Gavialidés, le Gryposuchus. Eh bien c'est pas tout, sachez que dans le domaine des Pébas, on a aussi découvert le plus grand de tous les alligatoridés, et peut-être même le plus grand de tous les crocodiliens qui ont vécu sur notre planète. Et celui-là, il se nomme Purusaurus. Ce titan d'Amazonie pouvait atteindre les 13 mètres de long. Le genre Purusaurus, dont l'espèce type est le Purusaurus brasiliensis, a vécu au cours du Miocène moyen il y a environ 13 millions d'années. Et il faut savoir que ce crocodilien est représenté dans le registre fossile par 4 spécimens fossiles très bien conservés, ainsi que 4 crânes particulièrement complets. L'animal se caractérisait par un crâne robuste et extrêmement massif qui mesurait dans les 1,50 m de long, et dont les larges mâchoires étaient pourvues de longues dents coniques parfaites pour retenir les proies volumineuses. Par ailleurs, cette carapace de tortue illustre parfaitement la puissance des mâchoires du Purusaurus, et d'ailleurs cette morsure de 66 cm de diamètre est assez terrifiante. Lors de l'attaque, la tortue aurait perdu une partie de sa dossière ainsi qu'une de ses pattes. Purusaurus était donc définitivement le plus grand prédateur que l'on pouvait retrouver dans la mer de Pébas ainsi que les rivières aux alentours. Il y a 10 millions d'années, la cordillère des Andes connaît un brusque soulèvement, ses plus hauts sommets dépassent alors les 6000 mètres d'altitude. Ce soulèvement final des Andes engendre par la même occasion la disparition de la mer de Pébas et la naissance du réseau hydrographique de l'Amazone. L'apparition du réseau fluviatile de l'Amazone marque la naissance de l'Amazonie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le dernier grand événement que connut le bestiaire amazonien est le grand échange faunique interaméricain survenu il y a 3,5 millions d'années. En effet, il y a environ 3,5 millions d'années au Pliocène, de grandes éruptions volcaniques ont engendré l'émergence de l'isthme de Panama. À partir de cet événement, une part de la faune nord-américaine a migré vers le continent sud-américain et inversement. Ainsi, la plupart des mammifères placentaires que nous connaissons aujourd'hui en Amazonie, eh bien en réalité, ils viennent d'Amérique du Nord. Le jaguar, l'alpaga, le lama, les tapirs, la plupart des rongeurs, des formes fossiles comme le smilodon, eh bien ils viennent tous d'Amérique du Nord. Et puis à l'inverse, il y a les xénartres tels le mégatherium ou encore les glyptodontes qui sont des tatous géants, et puis finalement les forusracidés comme le titanis walleri, et enfin la plupart des grands toxodontidés. Eh bien ces derniers viennent d'Amérique du Sud. Ainsi le grand échange interaméricain survenu au cours du Pliocène devint le dernier grand bouleversement que connut l'Amazonie. Et c'est cet événement qui marque la fin de cette vidéo. La forêt amazonienne possède ainsi une formidable histoire de plus de 60 millions d'années. Les différents processus qui ont façonné les Andes, ainsi que l'apparition puis la disparition du système Pébas et du sillon marin, les différents maximums thermiques du Paléogène et du Néogène, et enfin la formation du réseau fluviatile de l'Amazone, ont donné naissance à un écosystème tropical unique dont la biodiversité ne possède à l'heure actuelle aucun équivalent. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cet écosystème tropical unique que nous connaissons tous mais dont l'histoire est assez peu développée en fait. Enfin, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo pour me faire part de vos critiques, qu'elles soient positives ou négative, mais attention, si elles sont négatives, faut qu'elles soient construites. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.